Nous allons revenir sur l'allocution de Donald Trump avec James Cohen, notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'études américaines à Paris 3, Université Sorbonne Nouvelle. Donald Trump annonce qu'il a gagné alors que le dépouillement n'est pas terminé. Le scénario qui était tant redouté par certains analystes et par le camp démocrate est en train finalement d'avoir lieu. Oui, alors nous sommes dans le royaume du mensonge, c'est son habitude. Il n'a pas encore gagné la Pennsylvanie, ni le Wisconsin, ni le Michigan. Il se pourrait qu'il les gagne parce qu'il y a un écart qui va être difficile à creuser pour Biden, mais il reste tous ces bulletins à dépouiller. Il déclare victoire avant l'heure et il va falloir non seulement patienter pour avoir le vrai résultat, mais le faire taire un petit peu parce que ça commence à bien faire. Comme électeur aux États-Unis, moi-même, je suis assez révulsé par ce comportement. Vous dites que vous n'acceptez pas qu'un président sortant a- annonce directement comme ça qu'il a gagné alors qu'on est loin d'avoir obtenu tous les résultats. Ça vous révolte? On en est assez loin, enfin, on ne sait pas encore combien d'heures ou de journées il faudra pour que tous ces bulletins dont on vient de parler en Pennsylvanie et dans les États voisins soient comptés. Mais entre-temps, il serait plutôt, disons, il faudrait plutôt que le président se taise ou qu'il soit plus discret en Mais c'est attendant le finalement pas vrai très résultat. Mais ce étonnant n'est venant de Donald Trump. Non, malheureusement, ce n'est pas étonnant, mais nous allons toujours plus vers un scénario autoritaire. Même s'il gagne par suffrage universel, nous sommes quand même dans une dynamique autoritaire qui m'inquiète énormément et je ne suis pas seul. La Cour suprême pourrait jouer les arbitres en cas de contentieux. C'est là que le rôle de la nouvelle juge Amy Coney Barrett entre en jeu et qu'on comprend mieux pourquoi Donald Trump a fait pression pour qu'elle soit nommée très rapidement. Peut-être, c'est un scénario possible. C'est un scénario possible. Peut-être qu'il va pouvoir se contenter de laisser se compter tous les bulletins et il aura gagné sans litige et sans faire appel à des tribunaux. Ça reste à voir. Joe Biden, lui, s'est exprimé. Il s'est dit confiant. Il dit qu'il va falloir être patient avant d'avoir tous les résultats. Il insiste sur cette patience, donc lui, et dans son rôle de modérer. Oui, 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 oui. Mais je pense que peut-être que la campagne Biden a été un peu trop modérée. C'est un point de vue que j'ai parce que la mobilisation n'a pas été vraiment à la hauteur à l'échelle nationale. Il y a plein d'États qui auraient pu passer démocrates ou rester démocrates qui ont été perdus. Et on fera plus tard un bilan plus complet. Et je pense qu'on est dans un cas de figure qui ressemble un petit peu quand même à la sous-mobilisation en faveur de la candidate Hillary Clinton il y a 4 ans. Et ça nous rappelle un petit peu ça. Vous redoutez qu'il y ait des débordements, des violences post-électorales, suite déjà notamment aux déclarations qui ont été faites par Donald Trump? C'est possible. Je ne suis pas sur place pour pouvoir vous le dire, mais il y aura beaucoup de mécontents parmi les jeunes qui attendaient une autre, un autre mode de gouvernement et une autre approche de la question policière. Ce sont des vraies revendications qui ne vont pas disparaître et qui sont, à mon sens, légitimes. Et avec Trump, on n'est pas prêt de voir la moindre réforme positive dans ce sens. Donc, il y a des tensions qui vont perdurer et peut-être déborder en violence. Ce n'est pas exclu. Quand on voit la carte se dessiner par rapport aux résultats, on voit de plus en plus cette fracture apparaître, cette fracture aux États-Unis entre finalement les villes aussi notamment et les campagnes. Oui, c'est largement ça. D'ailleurs, Trump a passé pas mal de temps à inciter les gens qui ne vivent pas dans les villes à se méfier des urbains, en expliquant que les urbains euh, étaient responsables de violences et d'une opposition sauvage d'extrême gauche, etc. Et il a appelé, on s'en souvient, il y a quelques mois, il a appelé des polices fédérales, c'est ça, qui viennent en fait du service des douanes et du contrôle de la frontière
qui n'avaient rien à faire dans ce rôle, mais il les a appelés à réprimer des manifestations et à inciter à des violences, sans parler de la dimension paramilitaire des bandes armées que Trump apparemment approuve. Donc la source de la violence, il faut voir ça plutôt du côté Trump que du côté des manifestants en général. Lors de son premier débat, d'ailleurs, Donald Trump avait appelé le groupe de suprémacistes blancs Proud Boys à se tenir prêt, même s'il s'était ensuite ravisé. Je ne sais pas. Il n'a jamais renié ce groupe, ni des groupes similaires. Au contraire, il leur fait plein de clins d'œil. Il joue avec le feu. Il joue avec le feu. Ce sont des groupes armés extra-légaux. Enfin, ils n'ont absolument pas le droit de se promener armés et de brandir leurs armes et de menacer des électeurs, de menacer des manifestants. Mais Trump s'en fiche parce qu'il considère que ce sont ses alliés. L'extrême droite armée, c'est ses alliés. Bravo. On va s'intéresser à la question des violences policières. Elle a été remise sur le devant de la scène avec la mort de George Floyd à Minneapolis le 25 mai dernier. C'est à ce moment-là que le mouvement Black Lives Matter a pris une ampleur mondiale. Et cette question est rapidement devenue l'un des enjeux centraux de la campagne. Joe Biden, lui, s'est posé en rassembleur. Donald Trump, on en parlait à l'instant, a reçu le soutien des groupes d'extrême droite. On fait un point avec Elliot Samuel. Vous allez tout de suite voir un sujet. Et puis, je vous fais réagir juste après. Armes à la main, en septembre dernier, ces suprémacistes blancs affichent leur soutien à Donald Trump. La quasi-totalité d'entre eux fait partie des Proud Boys, un groupe d'extrême droite créé en 2016, seulement ouvert aux hommes blancs. Galvanisés par l'élection de Donald Trump la même année, ils ont attiré l'attention 6 mois plus tard lors des émeutes de Charlottesville entre suprémacistes blancs et Antifa. Un rassemblement qui avait mené à la mort d'une femme, Heather Heyer, renversée par une voiture. Donald Trump n'avait alors pas condamné ces affrontements, renvoyant dos à dos militants antiracistes et suprémacistes. Pendant le premier débat cette année, il a une nouvelle fois créé la polémique. Are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups? Proud Boys, stand back and stand by. 2 jours plus tard, Donald Trump rétropédale, mais trop tard. Les Proud Boys jubilent déjà et affirment se tenir prêts à agir. Ils visent notamment le mouvement Black Lives Matter qui a été au cœur de la campagne de 2020. Un mouvement né en 2013 pour dénoncer les violences policières et qui a pris une ampleur mondiale après la mort de George Floyd en mai dernier et l'affaire Jacob Blake en août. À travers ce mouvement, la communauté afro-américaine espère obtenir de réels changements aux États-Unis. Joe Biden, lui, s'est très vite emparé de la question pendant la campagne et compté sur le vote afro-américain. Think about what it takes to be a black person to love this country today as it does. It's deep love for this country. And for too long it hadn't been recognized. We need leadership that de-escalates tensions, opens lines of communication, and brings us together. De son côté, Donald Trump, qui affirme être le candidat de la loi et de l'ordre, avait qualifié le mouvement de symbole de la haine. James Cohen, qu'est-ce qu'on peut craindre si Donald Trump est réélu et sur l'avenir du mouvement Black Lives Matter ? Il y a beaucoup à craindre malheureusement, je pense, parce que Trump peut compter parmi ses alliés pas mal de syndicats de policiers. Ce sont des syndicats qui sont politiquement marqués à l'extrême droite, comme dans d'autres pays qu'on connaît, comme le pays où nous sommes assis aujourd'hui. La police et l'extrême droite sont un petit peu alliés et Trump bénéficie de ce type de soutien. Et donc, on n'est pas près de voir une baisse des incidents mortels qui ont pour victime le plus souvent des jeunes hommes ou des jeunes femmes parfois afro-américains. Et le mouvement considérable, le mouvement historique qui s'est mobilisé par centaines de milliers dans des centaines de villes en cette année 2020, ce mouvement est là pour la durée. Parce que la revendication qui consiste à dire ne tirez pas sur nous, on est des citoyens, on a les mêmes droits que tout le monde, ce mouvement est légitime et ne va pas disparaître.
je pense que les risques d'affrontement dans les années à venir, si Trump repasse, c'est pas encore fait d'ailleurs, mais si Trump repasse, on est parti pour un scénario de conflit, parmi d'autres scénarios de conflit qu'on va voir si ça se confirme. Merci beaucoup, James Cohen, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.